plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée, dotée de dents énormes.
C'est le dragon à écailles qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'un siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. La majeure partie de l'océan est encore entourée de mystères, qu'il s'agisse de coins sombres ou de créatures qui se cachent dans les abysses. Mais parfois, il nous donne un aperçu des choses effrayantes qu'il abrite dans ses profondeurs froides et obscures. Par exemple, lorsque tu entends aux nouvelles que des créatures des profondeurs se sont échouées sur le rivage après la dernière tempête, certaines ont juste l'air bizarres, tandis que d'autres sont de véritables monstres d'épouvante qui vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. Les parties les plus froides et les plus profondes de l'océan ont engendré un phénomène spécifique que l'on nomme gigantisme. Ainsi, les araignées de mer, les calmars, les vers et de nombreux autres animaux, principalement des invertébrés, c'est-à-dire des créatures dépourvues de colonne vertébrale,
sont tous beaucoup plus gros et effrayants que les versions que nous observons dans les zones moins profondes. Dans les profondeurs du Pacifique, on peut trouver une éponge de mer aussi grande qu'un monospace, ou encore le Mesonychoteuthis hamilton ou calmar colossal, qui vit dans les eaux subantarctiques et qui est près de 14 fois plus long que l'encornet minami ou Nototodarus sloani, un type de calmar qui vit principalement au large de la Nouvelle-Zélande. Les chercheurs ont trouvé quantité de ces monstres sous-marins dans la zone abyssale de l'océan, entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. En 2021, les chercheurs sont parvenus à ramener des images de la méduse fantôme géante. Elle se trouvait à une profondeur de 1000 mètres et ses tentacules s'étendaient sur 10 mètres de long. Je n'aimerais pas tomber là-dessus à la plage. Elle ne se nourrit probablement que de petits poissons et de plancton. Mais elle peut nager jusqu'à des profondeurs de plus de 6500 mètres. Et là-bas, cette méduse géante ne trouve pas assez de nourriture. Comment survit-elle alors? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Et il y a encore davantage d'interrogations au sujet du calmar géant, le plus grand membre de son espèce jamais découvert. Ce monstre mesure 13 mètres de long et pèse près d'une tonne. Imagine que ses tentacules se saisissent de ta voiture ou de tout objet de ce genre. Ils l'écraseraient comme s'il s'agissait d'un jouet. Il n'y a pas la moindre lumière dans les abysses, car les rayons du soleil ne peuvent pas pénétrer aussi profondément. Il ne s'y trouve donc pas d'algues ni de plantes sous-marines. La faune locale se nourrit donc principalement de neige. La neige marine n'est pas comme celle que l'on utilise pour faire des bonshommes de neige. Il s'agit de tous les petits débris ou détritus qui pleuvent de la surface de l'océan, peut-être même des restes que les prédateurs n'ont pas pu terminer là-haut. Ce n'est donc pas grand-chose. Mais apparemment, cela suffit aux créatures qui se cachent dans les profondeurs, comme les calmars géants. Les calmars qui vivent en général à de telles profondeurs ne se donnent pas la peine d'aller chercher leur proie. Ils attendent simplement que le pauvre animal nage jusqu'à leurs longs tentacules et tombe dans le panneau. Ce n'est peut-être pas la technique la plus efficace, car peu d'animaux se risquent à nager dans ces zones sombres et froides. Mais cette méthode permet d'économiser de l'énergie. Un calmar géant n'ingère qu'environ 30 grammes de poisson par jour, ce qui représente environ 45 calories. C'est près de 50 fois moins de calories que ce qu'une personne moyenne devrait consommer par jour. Ainsi, lorsqu'un calmar prend un poisson, il le garde pour quelques jours. On espère que les calmars géants n'auront pas l'idée de remonter à la surface pour chercher de la nourriture quand il n'y en aura plus assez dans les abysses. Et on souhaite ardemment que les requins géants du Groenland, encore plus nombreux, n'auront pas la même idée. On les trouve à des profondeurs allant jusqu'à 2200 mètres. Ils nagent 3 fois plus lentement que nous ne nous déplaçons à pied, soit une vitesse d'1,2 km par heure. Cette lenteur fait partie du mécanisme d'économie d'énergie dont les créatures des profondeurs ont besoin pour survivre. Mais ces requins peuvent effectuer de courtes pointes de vitesse lorsqu'ils cherchent à attraper une proie. Toutefois, ils ont en quelque sorte changé de régime alimentaire, passant de prédateurs à charognards, compte tenu de leur environnement, car il y aura toujours plus de restes tombant de la surface que d'animaux à chasser. Les requins du Groenland ne grandissent que d'1 centimètre par an, et un individu moyen mesure en général 6,5 mètres de long, ce qui signifie qu'ils vivent extrêmement longtemps, parfois jusqu'à 400 ans. Ils ont également un métabolisme très lent, ce qui est l'un des principaux facteurs de leur longévité. Les requins du Groenland aiment passer du temps dans les eaux froides. Ils y sont adaptés car leurs tissus contiennent des composés chimiques spécifiques qui empêchent la formation de cristaux de glace sur l'ensemble de leur corps. Cela signifie qu'ils disposent d'une sorte d'antigel naturel. Qu'est-ce qui les rend si grands? Les scientifiques n'en sont toujours pas certains, mais certaines théories tentent de l'expliquer. Selon la loi de Kleiber, les animaux plus gros ont tendance à être les plus efficaces. Il suffit de comparer un petit poisson à une baleine, dont la masse est des centaines de fois supérieure. La baleine a un bien meilleur métabolisme. Elle conserve l'énergie plus efficacement et en disperse moins dans l'environnement sous forme de chaleur. Les animaux plus gros peuvent ingérer des proies plus grosses. Ils sont plus à même de faire face à des problèmes difficiles dans leur environnement ou de se défendre contre les prédateurs qui s'en prennent à eux. En outre, le corps grossit lorsque les températures sont plus basses. Le requin du Groenland en est un parfait exemple, tout comme les araignées de mer géantes. Les araignées de mer sont assez communes et on en trouve de très petites, d'une taille d'1 millimètre même. Mais dans les zones les plus profondes de l'Antarctique, elles deviennent des géantes d'1 mètre de long. Si elles deviennent si grandes, c'est parce que l'eau froide contient plus d'oxygène. L'oxygène se diffuse donc davantage dans le corps de l'animal, ce qui lui permet de grandir. Oui,
à la fois comme organisme et comme créature de cauchemar. Et que dire de ce ver tubicole géant, le Riftia pachyptila? Des chercheurs l'ont découvert accidentellement alors qu'ils sondèrent les mystères du fond de l'océan Pacifique. Ils sont tombés sur des cheminées hydrothermales inhabituelles. C'est la chaleur volcanique qui est à l'origine de celle-ci. Lorsque l'eau s'infiltre par des failles ou des fissures dans la roche, ces évents changent de direction. Et lorsque l'eau en ressort, elle est riche en minéraux et en composés chimiques. La plupart des animaux ne pourraient jamais survivre à cette soupe toxique, mais pas ces vers tubicoles. Cela a été une véritable surprise. Car non seulement ils ne sont pas gênés par ces cheminées toxiques et par la température presque bouillante de l'eau, mais ils y ont développé des écosystèmes entiers. Ils sont uniques parce qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour survivre. Au lieu de cela, de petites bactéries constituent leur principale source d'énergie. Ces bactéries tirent leur énergie directement de ces haies composés chimiques toxiques. Il ne s'agit donc pas de photosynthèse, mais d'un processus appelé chimiosynthèse. Et ces haies vers tubicoles n'ont pas de bouche. Les bactéries vivent à l'intérieur d'eux. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? De plus, ces vers effrayants peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres. Les Bathynomus, ou isopodes géants, ne sont pas mieux lotis non plus. Ils se cachent dans les profondeurs de l'océan, à 500 mètres ou davantage, loin de la lumière du soleil, et ressemblent à de monstrueux cloportes. Ils passent la plupart de leur temps sur le plancher océanique, espérant récupérer de la nourriture qui tombe des strates supérieures de l'océan. Regarde ces petites griffes crochues à l'extrémité de leurs pattes. Ces isopodes s'en servent pour demeurer stables lorsqu'ils se déplacent sur le fond de l'océan. Comme il n'y a pas de lumière, ils disposent de longues antennes qui leur permettent de se repérer. Ces antennes sensorielles mesurent environ la moitié de la longueur de leur corps, et les Bathynomus ont également des yeux assez grands en proportion. Ces isopodes peuvent mesurer plus de 30 cm de la tête à la queue. Ce sont des animaux très patients. Tu te souviens qu'on a dit que les créatures des profondeurs trouvaient rarement de la nourriture? Parfois, ceux-ci doivent attendre des années avant d'obtenir un vrai repas. C'est pourquoi leur métabolisme est incroyablement lent. Ils peuvent te passer 5 ans sans rien manger. Imagine un peu, j'ai faim rien que d'en parler. En 2006, un biologiste du nom de Craig McLean a effectué des recherches visant à observer les différences entre les abysses et les régions peu profondes de l'océan. Il s'est rendu compte que les grands fonds reflétaient la loi de Foster. Tout d'abord, les parties les plus isolées du globe développent une biodiversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Deuxièmement, les petits organismes se développent beaucoup plus lorsqu'ils sont isolés que la vie sur les grandes étendues terrestres. Les ressources sont limitées, mais aussi la concurrence et les prédateurs. Et nous ignorons encore beaucoup de choses au sujet de ces créatures des profondeurs. Il est trop coûteux et trop compliqué de mener de telles recherches. Nous attendrons donc que d'autres... Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan, alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés? Il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narwal? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour.
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoire qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer.
Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophthalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophthalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Certains ressemblent à s'y méprendre à Nemo ou à Dory. Puis il y a le poisson papillon. Et le charmant guppy, qui est en effet très élégant. Et puis il y a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne me paierai certainement pas un baptême de plongée pour voir ce truc. La baudroie détient officieusement le titre d'animal le plus laid du monde. Mais je n'oserais jamais lui annoncer la nouvelle. Il existe plus de 200 espèces de baudroies, barbotant actuellement quelque part dans les sombres profondeurs des océans Atlantique et Antarctique, et ce, à plus de 1000 mètres de profondeur. Certaines d'entre elles préfèrent d'autres conditions de vie, comme les eaux tropicales à peu profondes. Les différentes espèces de baudroies varient en forme et en taille, du célèbre dragon des abysses aux poissons grenouilles, lottes, poissons chauve-souris, poissons ballon de foot, Lophidae et Chonacidae. Les plus grandes peuvent atteindre la moitié de la longueur d'un lit d'adulte, mais la plupart d'entre elles mesurent moins de 30 cm. Étant donné que les options en termes de repas ne sont guère nombreuses là où elles vivent, elles ont dû mettre au point une technique de chasse unique. Elles ne gaspillent pas leur précieuse énergie à poursuivre des proies potentielles. Au lieu de cela, elles utilisent un morceau d'épine dorsale qui dépasse de leur bouche à la manière d'une canne à pêche, d'où leur nom anglais d'anglerfish. Au bout de cette canne à pêche se trouve un sac de bactéries bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. La lumière attire les proies et la baudroie n'a plus qu'à attendre et à savourer son repas livré directement dans sa bouche. Le corps de la baudroie est grand et souple, ce qui lui permet d'avaler facilement des proies, faisant 2 fois sa taille. Les baudroies des grands fonds mangent tout ce qu'elles trouvent. Les espèces qui vivent dans des eaux moins profondes ne font pas la fine bouche non plus. Elles peuvent dévorer tout ce qu'elles croisent, des crevettes aux escargots en passant par les petits poissons. Seules les baudroies femelles sont dotées d'une telle canne à pêche. Mais qu'en est-il des mâles ? Trouver l'âme sœur dans les profondeurs de l'océan n'est pas si facile. Je veux dire, il n'y a littéralement pas de lumière là-dessous. De plus, les températures sont glaciales et le taux d'oxygène est très faible. Les baudroies ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous galants dans ces conditions
Alors elles s'accouplent pour la vie. Et avant que tu ne trouves ça trop mignon, il faut préciser qu'elles le font d'une manière assez spéciale. Les baudroies mâles sont beaucoup plus petites que leurs dulcinées. Le contraste est si frappant que lorsque les chercheurs se sont intéressés pour la première fois à leur vie amoureuse, ils pensaient que ces mâles étaient en fait des rejetons ou des alevins qui traînaient à côté de leur maman. Certaines espèces de baudroies mâles possèdent des récepteurs qui leur signalent la présence d'une femelle à proximité. Après l'accouplement, le mâle mord sa compagne et reste accroché à sa tête, à son ventre, près de sa queue ou à tout autre endroit auquel ils ont accès. Alors qu'ils fusionnent ainsi ensemble pour toujours, la femelle reçoit les cellules, l'ADN et les organes reproducteurs du mâle, mais perd ses cellules immunitaires. Le mâle est donc logé et nourri gratuitement en permanence. Compte tenu des prix actuels de l'immobilier, ça semble être le pied. Mais ce logement est partagé par un maximum de 8 mâles, et ils ne peuvent pas déménager si l'envie leur prend un jour. Il est peu probable que tu rencontres ce poisson des profondeurs dans la vraie vie. Mais si tu es fan de ARK, survival, et que tu y croises une baudroie, n'oublie pas que tu peux facilement la devancer à la nage et l'amadouer à coups de fléchettes tranquillisantes. Une fois que tu te seras lié avec elle, la baudroie peut devenir ton éclaireur et t'aidera à découvrir de nouvelles zones grâce à ses capsules bioluminescentes. De retour dans le monde réel, dans la zone crépusculaire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la baudroie n'est pas la seule créature que tu sois chanceux de ne jamais rencontrer. De nombreux habitants de la région semblent tout droit sortis d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde obscur et abyssal. J'ai fait de mon mieux pour te préparer aux créatures que tu t'apprêtes à rencontrer, en commençant par le poisson-ogre. Ce dernier passe la plus grande partie de leur vie dans les profondeurs, mais la nuit, ils remontent vers la surface pour se nourrir. Ces animaux sont plus actifs que la plupart des autres habitants des abysses. Ils n'attendent pas que la nourriture vienne à eux, mais la traquent et l'attrapent avec leurs longues dents carnassières. Comme ils n'ont pas d'ampoule intégrée comme la baudroie, ils ont développé un excellent odorat et exploitent la faible lumière du soleil, qu'ils parviennent à déceler dans les profondeurs pour se repérer. Parfois, l'ombre d'une proie potentielle qui passe suffit à les faire passer à l'action. Bien qu'ils n'aient pas l'air bien charmants, ils sont tout à fait inoffensifs pour l'homme, des fois que tu tombes sur l'un d'entre eux. Malacosteus semble être le nom d'un sortilège interdit, mais il s'agit en fait d'un autre habitant des profondeurs, qui a des habitudes de chasse tout à fait sournoises. Il possède des photophores spéciaux, produisant de la lumière sous chaque œil. Ceux-ci émettent de la lumière verte et rouge à la manière d'un feu de circulation. Contrairement à d'autres poissons, ces derniers ne quittent pratiquement jamais la zone crépusculaire, et la zone de minuit qui, elle, se trouve entre 1000 et 4000 mètres. Leur mâchoire inférieure représente un quart de la longueur totale de leur corps, et ils la gardent ouverte en permanence dans l'espoir d'obtenir un repas. Il a l'air d'un prédateur féroce, mais il préfère surtout le zooplancton, avec un dessert occasionnel de crevettes, de krill ou de petits poissons. Tu ne t'attendais sûrement pas à rencontrer un hybride d'anguille et d'oiseau, mais le voici. L'anguille nemictis possède un bec semblable à celui d'un oiseau, avec des pointes recourbées. Ce bec est pourvu de minuscules dents crochues que les anguilles utilisent pour attraper les antennes de délicieuses crevettes. Ce poisson est très mince. Il peut atteindre 1,50 m et ne pèse pas plus de 200 grammes. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les secrets de cette anguille, car il est assez difficile de l'étudier dans son habitat naturel. Mais il semblerait qu'elle ne se reproduise qu'une fois dans sa vie et qu'elle meure ensuite. Les calmars de verre aiment se la couler douce et se laissent littéralement porter par le courant. Ils regorgent d'une solution de chlorure d'ammonium plus légère que l'eau. Ils n'ont donc aucun effort à fournir pour se déplacer dans les profondeurs sous-marines à la recherche de nourriture et de partenaires. Ces créatures sont transparentes, ce qui leur permet de se fondre dans n'importe quel paysage et de ne pas projeter d'ombre en se déplaçant, ce qui constitue une excellente tactique de survie. En cas de danger, ce calmar peut se transformer en une boule grumeleuse en poussant sa tête et ses tentacules dans sa cavité paléale. Il peut également libérer de l'encre dans son manteau et passer de la transparence à un noir de jet. Cette même encre peut le protéger contre les baleines et les oiseaux de mer affamés. Une autre tactique qu'ils utilisent pour effrayer les prédateurs consiste à activer les organes bioluminescents autour de leurs yeux. Je commence à avoir faim. Je pourrais peut-être grignoter ce concombre de mer ? Aïe, il bouge. Je suppose qu'il n'a rien à faire dans ma salade, après tout. Ces animaux à corps mou vivent dans toutes les parties de l'océan, depuis les eaux peu profondes jusqu'au fond des abîmes.
La plupart d'entre eux se déplacent lentement à l'aide de leurs petits pieds, mais certains rampent en remuant tout leur corps. Les concombres de mer peuvent se débarrasser de leurs organes internes à l'approche d'un prédateur. Ces organes collants détournent l'attention de l'intrus, et le concombre, heureux, poursuit sa route tout en laissant repousser ses organes. Qu'est-ce qui scintille au loin? On dirait que quelqu'un a laissé tomber des pierres précieuses dans l'eau. C'est un saphirina, également connu sous le nom de l'animal le plus beau que l'on ait jamais vu. Certains mâles parmi ces copépodes peuvent changer de couleur, passant du bleu profond au violet, au rouge, ou alors, une seconde plus tard, tout a disparu. Puis ils recommencent, brillant de 1000 feux. Le secret de cette magie est que leur corps est transparent et reflète la lumière différemment sous certains angles. On dirait que c'est leur façon de communiquer entre eux et d'attirer des partenaires. Les saphirinas femelles n'ont pas la même capacité, mais leurs yeux sont plus grands que ceux des mâles, probablement pour les repérer de loin. Les mâles vivent en liberté, tandis que leurs dames demeurent dans d'étranges palais de cristal faits de gelée, en forme de tonneaux. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace.
Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des 2 pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite. Pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages.
Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Si tu pouvais plonger directement dans l'obscurité mystérieuse des profondeurs de l'océan, qui sait ce que tu trouverais ? Des légendes vieilles de plusieurs centaines d'années évoquent des monstres marins géants qui se cachent au plus profond des eaux, comme le kraken, le monstre du Loch Ness, l'hydre, le léviathan et bien d'autres encore. D'accord, personne n'a jamais vu ces créatures, mais il y a quand même des araignées de mer, des calamars et des vers, et bien d'autres animaux bizarres qui ont grandi bien au-delà de ce à quoi l'on s'attendait. Jette un coup d'œil à ce calmar colossal provenant des eaux subantarctiques. Il est environ 14 fois plus long que l'encornet Minami qui vit près de la Nouvelle-Zélande. Et au fond de l'océan Pacifique, il y existe une éponge de mer aussi grande qu'un monospace. Les océans contiennent environ 96,5% de toute l'eau de notre planète. Jusqu'à 80% de toute la vie sur Terre que nous avons découverte se trouve sous la surface de l'eau. Nous n'avons pas encore exploré, cartographié ni même visité plus de 80% de l'océan. En fait, nous avons mieux cartographié Mars que les fonds marins. La pression qui règne là-dessous est insensée et elle te donnerait l'impression d'être écrasé par près de 50 jumbo jets. Quant aux températures à de telles profondeurs, elles sont extrêmement basses. Les conditions qui règnent au fond de l'océan sont rudes. Les créatures qui y vivent doivent donc s'adapter. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles sont devenues très grandes pour survivre. Ce phénomène est appelé gigantisme des profondeurs. Plus tu t'enfonces sous la surface, moins il y a de lumière solaire. C'est pourquoi les températures baissent drastiquement. Le résultat de ce phénomène est une augmentation de la taille des cellules et une plus longue espérance de vie. De plus, ces créatures n'ont pas autant d'oxygène que les animaux marins qui vivent dans des parties moins profondes. Et leurs sources de nourriture sont minimes. La plupart de la nourriture qu'ils reçoivent provient des eaux moins profondes et seule une petite partie de celle-ci ruisselle vers les abysses. Et quand il n'y a pas assez de nourriture, être grand est un avantage. Les créatures plus grandes peuvent se déplacer plus loin et plus vite pour trouver quelque chose à manger. Leur métabolisme fonctionne plus lentement. Elles ne digèrent pas la nourriture aussi vite, elles peuvent donc stocker celle-ci et conserver de l'énergie pour les moments difficiles où elles ne trouvent rien à manger. Elles n'ont pas non plus besoin de réguler leur température corporelle, ce qui les aide à économiser un peu d'énergie qu'elles peuvent ensuite transférer à d'autres processus corporels. Elles arrivent à maturité plus lentement et plus tard que les créatures qui vivent dans des eaux peu profondes. La majorité des espèces de poissons qui vivent dans les abysses vivent 30 ans, voire plus. L'oplostète orange, quant à lui, vit jusqu'à 150 ans. Ce poisson mesure 7 mètres de long et pèse jusqu'à 1,5 tonnes. Mais il lui faut plus d'un siècle pour atteindre ces dimensions. Il commence à chercher un partenaire lorsqu'il a 30 à 40 ans. Et s'il peut vivre aussi longtemps, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs à de telles profondeurs. De plus, il n'y a pas d'humains ou d'autres éléments qui peuvent le déranger ou mettre son existence en péril. À de telles profondeurs, l'environnement est assez stable, donc beaucoup d'animaux s'y trouvent comme de véritables fossiles vivants. Ils n'ont probablement pas changé depuis des millions d'années. Les 200 premiers mètres de profondeur de l'océan sont considérés comme la haute mer. La majorité de la vie marine que nous avons découverte y vit, car c'est la zone que le soleil peut encore atteindre. Puis, à mesure que l'on s'enfonce, on atteint la zone crépusculaire. Il semblerait que rien n'y vive, mais à environ 250 mètres, il se trouve une petite oasis de vie ancienne qui s'épanouit. On y trouve des lys de mer, animaux qui n'ont pas changé depuis des millions d'années.
Les coélacantes, un autre fossile vivant, peuplent l'océan depuis plus de 360 millions d'années. Les myxines n'ont pas changé depuis très longtemps non plus, depuis plus de 300 millions d'années. Cette créature vit à une profondeur de 1700 mètres. Elle a évolué avant le reste des vertébrés, c'est pourquoi c'est le seul animal doté d'un crâne, mais sans mâchoire ni colonne vertébrale. Les créatures des profondeurs ne peuvent pas survivre dans les eaux peu profondes. Elles ont évolué pour vivre en profondeur sous une pression hydrostatique plus importante. Les humains et les autres organismes qui ont des espaces internes remplis de gaz seraient écrasés s'ils pouvaient aller à de telles profondeurs. C'est pourquoi les plongeurs en eau profonde doivent toujours porter des combinaisons spéciales conçues pour des environnements à haute pression, même s'ils ne vont pas très profond dans les zones où vivent ces géants. Toutefois, près de l'Antarctique, on peut assister à ce gigantisme bien plus près de la surface. Des éponges géantes, des limaces de mer, des araignées de mer de la taille d'une assiette, des vers et même d'énormes organismes unicellulaires, tous ont tendance à nager dans des eaux moins profondes. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi, mais ils pensent que cela pourrait avoir un rapport avec l'oxygène. Les espèces géantes n'utilisent que très peu d'oxygène. Or, les eaux autour de l'Antarctique en sont assez riches, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement aucune limite à la croissance de ces animaux. Revenons aux créatures des profondeurs. Comme nous l'avons mentionné, elles ont dû s'adapter à une forte pression, si bien qu'elles n'ont presque pas d'espace rempli d'air dans leur corps. Elles sont principalement composées d'eau, et comme l'eau est incompressible, cela les aide à ne pas être affectées par une pression aussi élevée. Mais à cause de cela, si elles devaient remonter vers la surface, elles gonfleraient probablement, peut-être même jusqu'à l'explosion. Prenons le blobfish, poisson qui détient le titre d'animal le plus laid du monde. Il a l'air normal sous la surface, là où se trouve son habitat naturel. Mais lorsqu'il remonte à la surface, où la pression est 120 fois plus faible, il change de forme. Le blobfish n'a pas de squelette ni de muscles, alors sans pression élevée des profondeurs, il finit par être tout mou et tout flasque. Les sombres profondeurs océaniques ne sont pas seulement effrayantes à regarder, mais aussi à écouter. En 1997, des scientifiques essayaient de trouver des volcans sous-marins situés au large de la côte sud-américaine. Pendant leurs expéditions, ils ont enregistré l'un des bruits les plus forts jamais enregistrés. Si fort que même des capteurs situés à plus de 4500 km de distance ont réussi à le capter. Ils l'ont plus tard appelé le bloop. Il leur a fallu 15 ans pour conclure que ce son provenait d'un tremblement de glace. C'est lorsque l'activité sismique brise le sol gelé. L'eau au fond de l'océan n'est pas toujours extrêmement froide. Il y a des évents hydrothermaux au fond de la mer et l'eau qui en sort peut atteindre les 400 degrés Celsius. Mais à de telles températures, la très forte pression, celle-là même qui t'écraserait, est ce qui empêche l'eau de bouillir. Des centaines d'espèces animales vivent près des évents hydrothermaux en eau profonde. Certaines d'entre elles, comme les vers tubulaires, ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Ces vers absorbent les composés chimiques des fluides qui s'échappent des évents. C'est ainsi qu'ils nourrissent les bactéries qui y vivent. Et en retour, ces bactéries leur fournissent le carbone dont les vers tubulaires ont besoin pour survivre. 2/3 de toutes les espèces de corail découvertes par les scientifiques vivent dans des parties sombres, profondes et extrêmement froides de l'océan. Certaines vivent même à 5000 mètres de profondeur. Elles peuvent survivre à des températures aussi basses que -2 degrés Celsius. Certains de ces coraux d'eau froide ont plus de 8000 ans. Ils forment des structures étonnantes qui peuvent s'élever jusqu'à 35 mètres de haut. Les profondeurs ne sont pas seulement un monde mystérieux de créatures bizarres. Le paysage sous la surface océanique est aussi magnifique. Et les canyons qui s'y cachent feraient même paraître le Grand Canyon tout petit. Par exemple, prenons celui qui se trouve dans la mer de Bering, le canyon Zemshug. Son relief vertical a une profondeur de plus de 2600 mètres. Les plus hautes vagues océaniques ne sont pas celles que tu peux voir depuis le littoral. Elles se produisent sous la surface et on les appelle des vagues internes. Elles se produisent entre deux masses d'eau qui ont des densités différentes. Elles se déplacent à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par heure et peuvent atteindre des hauteurs de... Nombre de créatures d'épouvantes pullulent, bien loin de la surface, comme ce vampire des abysses, qui vit à près de 1000 mètres de profondeur
dans une obscurité quasi totale. Ce calmar possède une cape semblable à celle d'un vampire, et c'est à cela qu'il doit son surnom. Dans les profondeurs de l'océan, il ne peut pas utiliser d'encre pour se défendre. Cet animal a donc développé une tactique inhabituelle. Il se met à luire légèrement pour effrayer ses prédateurs. Si cette tactique échoue, le vampire des abysses peut retourner son corps comme un gant, révélant de petites épines. Son nom scientifique de Vampirotetis infernalis se traduit littéralement par « calmar, vampire des enfers ». Mais en dépit de son aspect terrifiant, c'est une créature marine parmi les plus inoffensives. La créature que nous venons d'évoquer ne venait pas de l'espace, mais cet objet-ci en revient très certainement. Avant que SpaceX ne se mette à concevoir des fusées réutilisables, la NASA se contentait simplement de larguer les anciennes après avoir propulsé ses astronautes dans l'espace, la plupart du temps au-dessus d'un océan ou d'un désert. En 2012, une expédition financée par Jeff Bezos s'est mise en quête de la fusée d'Apollo 11. On est parvenu à la retrouver au moyen de sonar, mais elle était dans un état déplorable. Elle gisait au fond de l'océan, non loin du site prévu. L'équipe est néanmoins parvenue à sauver l'un des moteurs et à en reconstruire deux. La cité perdue la plus célèbre est bien évidemment l'Atlantide, mais hélas, nous ne l'avons toujours pas découverte. Cependant, la cité de Thonis Héracléon n'était également qu'un mythe jusqu'à ce qu'un pilote britannique aperçoive quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie en survolant la mer Méditerranée. Il l'a signalé, et 60 ans plus tard, une équipe de plongeurs s'y est rendue. Ils ont été stupéfaits de découvrir une cité tout entière sous les eaux. Elle regorgeait d'artefacts qui pourraient nous en dire long sur l'histoire de ces lieux. Aujourd'hui, c'est l'un des sites archéologiques sous-marins les plus prisés au monde. On pense que c'est la montée des mers qui aurait entraîné toute la ville sous les flots. Le Titanic a coulé en 1912 et son épave n'a été officiellement retrouvée que 74 ans plus tard. Mais en réalité, c'est un pêcheur qui aurait découvert le Titanic 8 ans plus tôt, alors qu'il pêchait dans l'océan Atlantique. Il remontait ses filets quand il a vu qu'une tête y était coincée. Fort heureusement, ce n'était que la tête d'une poupée. Des années plus tard, bien après le décès du pêcheur, son fils a fini par revendre cette poupée à une collectionneuse. Après de nombreuses recherches sur chaque personne qui possédait un jouet en porcelaine à bord du Titanic, elle a enfin retrouvé sa propriétaire. Une certaine Eva Hart se trouvait à bord et avait avec elle une poupée. Eva avait survécu à la catastrophe par miracle, mais pas son jouet. Elle avait même écrit au sujet de la poupée dans son journal, et chaque détail correspondait, mot pour mot, à la découverte du pêcheur. Le poisson trépied vit dans les profondeurs de la zone abyssopélagique, à environ 6000 mètres sous la surface. Il est adapté à la vie dans les abîmes et utilise ses nageoires et chasses pour demeurer au fond, immobile. Cette créature n'a pas de grands yeux, mais même si elle en avait, ceux-ci ne seraient guillemets d'aucune utilité dans l'obscurité. Au lieu de cela, le poisson trépied utilise ses nageoires comme des antennes pour détecter tout mouvement dans l'eau. Cette créature n'a pas beaucoup de chance en ce qui concerne sa vie amoureuse. Elle a donc dû développer des tactiques uniques pour se reproduire. C'est ainsi que ces poissons sont devenus hermaphrodites. L'étrange créature suivante est le poisson lézard. Sa grande bouche est bardée de dents tranchantes comme des lames de rasoir et surplombée de grands yeux globuleux qu'il utilise pour la chasse. Tout cela rend l'animal proprement terrifiant. Le poisson lézard vit à une profondeur d'environ 3300 mètres, dans la zone bathypélagique où aucune lumière ne filtre. Cette aberration de la nature se nourrit essentiellement de tout ce qui peut entrer dans sa bouche, des petits poissons aux autres poissons lézards. D'un autre côté, s'ils ont la chance d'apercevoir l'un de leurs congénères, ils en tombent probablement amoureux, car trouver un partenaire à de telles profondeurs n'est pas une tâche aisée. Tout comme le poisson trépied, le poisson lézard peut être à la fois mâle et femelle. Quand vous pensez à une rivière, vous l'imaginez généralement sur Terre. Cependant, la nature peut parfois se montrer imprévisible, et elle a créé une rivière qui coule sous l'océan au large de la Californie. Elle s'écoule à une profondeur d'environ 3000 mètres. Cette rivière sous-marine possède toutes les caractéristiques d'une rivière ordinaire, des troncs immergés, des arbres et des rochers. Et malgré son aspect unique,
elle n'est pas la seule au monde. Il y en a aussi une en Amazonie, ainsi qu'au Groenland. Une créature terrifiante a été découverte près des côtes d'Angola par un véhicule télécommandé. On dirait qu'elle n'a ni tête ni corps. Elle se trouvait à une profondeur d'environ 1300 mètres sous la surface. Après avoir effectué quelques recherches, les scientifiques en ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une créature de science-fiction. C'était juste un amas de siphonophores agglutinés ensemble. En 2015, un homme plongeait au large de Césarée lorsque quelque chose de brillant a attiré son attention. Il a tendu la main, s'en est saisi et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Après cela, il a examiné le fond marin et s'est aperçu qu'il y en avait encore davantage. Il a signalé sa découverte aux autorités locales, qui en ont conclu qu'il avait mis la main sur un ancien trésor arabe. Les pièces étaient en or massif de 24 carats et datant de près d'1 millier d'années. Mais en raison de la salinité et de la température idéale de l'eau, elles semblaient comme neuves. Ces pièces provenaient de la cargaison d'un navire qui avait été pris dans une tempête et avait malheureusement coulé. L'une des choses les plus étranges jamais découvertes a été retrouvée dans la mer Baltique. C'est une curiosité qui semble avoir été conçue par une civilisation extraterrestre. Ce sont des chercheurs suédois qui sont tombés dessus et ils n'avaient pratiquement aucune idée de ce que c'était. Il leur a fallu demander l'avis de nombreux autres scientifiques. Lorsque vous regardez cette formation d'en haut, elle mesure 60 mètres de long et ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial écrasé. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle. Mais au risque de vous surprendre, elle a absolument été créée par la nature, car la mer Baltique n'a cessé de l'éroder au fil du temps. Le plus probable, c'est que cette formation bizarre soit le résultat d'un tel processus. Un groupe de plongeurs à Madagascar a été sidéré de découvrir ce monstrueux couteau de plus de 2 mètres au fond de l'océan. Les théories n'ont pas tardé à se bousculer. Et beaucoup ont affirmé que ce couteau aurait appartenu à quelques géants qui auraient combattu des mégalodons et vécu sur Terre il y a des milliers et des milliers d'années. Ça pourrait faire une belle histoire, mais ce couteau n'était probablement qu'un accessoire de cinéma perdu en mer. L'un des animaux les plus étranges de l'océan est le requin lézard. On croit que ce poisson serait à l'origine de toutes les histoires de serpents marins relatées par les explorateurs du passé. Ces poissons vivent généralement dans les abysses, mais ils peuvent parfois être aperçus dans des eaux moins profondes. C'est extrêmement rare, mais cela reste possible. Le requin lézard a une grande bouche qui arbore près de 300 dents. Il possède également un long corps semblable à celui d'un lézard. Et il s'agit d'une espèce de requin vraiment unique. Sa proie peut mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, car l'estomac de ce requin est semblable à celui d'un serpent, capable d'avaler d'énormes poissons et crustacés. Apercevoir quelques vers de terre dans votre jardin n'est pas bien grave, mais après avoir vu un ver de 8 mètres de long dans l'océan, vous risquez de mouiller encore un peu plus votre combinaison de plongée. Un tel ver est extrêmement rare, et il est complètement inoffensif pour les humains. Car en réalité ce n'est pas un ver géant. Il s'agit d'un amas de zooïdes collés ensemble dans une formation semblable à un ver. Ils ne nourrissent généralement de plancton, de bactéries et d'autres petites choses qui peuvent être glanées dans l'océan. La chose la plus effrayante dans l'océan et qui soit 100%